sud-africaine. On liste ce jour les équipes du groupe A. Jean-Raoul Badinga, bonsoir. Bonsoir Amélie. Alors, au terme de tous ces matchs, qu'est-ce que nous retenons ce soir? Et contrairement à Johannesburg, pour le match d'ouverture face au Cap-Vert où la pression fut de taille pour les Bafana, Durban aura souri à la nation arc-en-ciel qui, face à l'Angola, inscrivait aujourd'hui son premier succès en CAN 2013, 2-0, prenant du coup la tête de ce groupe. Face à son adversaire, l'Afrique du Sud a démontré qu'elle pouvait aller de l'avant, conclure en beauté et rassurer quant à l'avenir. Et l'avenir, dans cette CAN, pour elle, ce sera le Maroc, qui ces dernières années n'a plus goûté aux délices du deuxième tour, que les Bafana voudraient s'offrir avec l'espoir d'entretenir le rêve de 1996. Mais là, c'est toute une autre histoire, celle que s'efforce à écrire, n'est-ce pas, le Cap-Vert dans cette CAN 2013. La seconde journée du groupe l'aura amené à faire trembler le Maroc jusqu'au bout. Partout. L'Afrique du Sud prend donc la tête du classement avec 4 points plus 2. Le Cap-Vert vient en deuxième position au classement, 2 points plus 1. Troisième le Maroc, 2 moins 1. Quatrième l'Angola, 1 moins 2. Demain, retour à la compétition du groupe B tenu par le Mali, avec les Aigles qui rendent visite au Black Star du Ghana. Ce sera à 16h, l'on pourrait s'attendre à une très belle empoignade entre le Ghana qui voudra se reconcentrer après avoir démontré son incapacité à préserver un acquis face à la RDC, et le Mali, soucieux de prouver la poursuite de sa belle métamorphose, oui, celle des Aigles, pour la reprise de la vie dans le bon sens au nord du Mali. Mais demain, on aura deux équipes tournées vers un même objectif, mieux se situer au classement par rapport au contexte actuel. Le Niger en deuxième heure croise la RDC, battu 0-1 par le Mali. Le MENA devra se multiplier et démontrer que la première expérience en Coupe d'Afrique avait entraîné une réelle progression. Mais attention, la RDC, après son demi-succès face au Ghana, a laissé entrevoir sa belle capacité de réaction. Elle sera portée vers l'offensive demain, tout comme le MENA. La meilleure de la soirée sera la formation la plus réaliste en attaque, la moins transparente en défense. Demain, on rappelle, groupe B, Ghana-Mali, Niger, RDC. Aujourd'hui, groupe A, on rappelle, victoire de l'Afrique du Sud devant l'Angola, 2-0, nul du Cap-Vert face au Maroc. Un partout. Jean-Raoul, retenez votre souffle. On se retrouve demain soir. Pour la canne orange. Et ce soir, vous êtes en vert. C'est le vert du MENA. C'est le cas. Je vous l'ai dit tantôt, éducation et démocratie dans les sociétés post-modernes africaines et européennes. C'est le thème du colloque international qui se tient depuis ce matin à Libreville, la capitale gabonaise. Une rencontre à l'initiative conjointe des universités Omar Bongo et Paris 8. Sur place, Stevie Oyan Mesu, Serge Nzengi Mabila. Ce thème, éducation et démocratie dans les sociétés post-modernes africaines et européennes, est en phase avec l'actualité du moment. En phase parce que les pays deviennent de plus en plus démocratiques. Nous nous sommes rendus compte que l'éducation et la démocratie ont un lien étroit. De plus en plus, les pays deviennent démocratiques en ce qui concerne les pays africains. Mais la démocratie sans éducation peut être un problème. On a besoin d'être éduqué à la démocratie. Le colloque international, qui réunit donc des enseignants venus de divers horizons, vise dans ce cas la mise en place d'une scène commune de réflexion sur les fondements de la démocratie. Cette question de l'éducation, c'est une question que nous partageons tous. C'est une question qui incite donc à poser la question de comment vivre en commun, comment être en commun et quel type de formation on peut recevoir, partager, de telle manière qu'on puisse devenir chacun, tous étudiants, professeurs, des sujets démocratiques. Une réflexion nécessaire, surtout dans le contexte africain, où il est courant de constater que le jeu démocratique se transforme en machine de guerre. La force des armes prend la place de la force du droit. Les libertés conquises lors des derniers soulèvements historiques sont reniées et les jeunes démocraties sont aujourd'hui menacées par la montée en puissance de la violence politique.
Pour le gouvernement gabonais, les assises de Libreville devraient permettre la conciliation entre l'élite intellectuelle et l'élite politique. Votre colloque présente un intérêt indéniable pour nos pays africains et plus encore pour le Gabon, où, à l'occasion de l'ouverture des États généraux de l'éducation, de la recherche et de l'adéquation formation-emploi, tenus les 17 et 18 mai 2010, à Libreville, le président de la République a appelé de ses voeux à l'établissement d'un pacte de confiance entre l'élite politique et l'élite intellectuelle. Ces assises, qui abordent entre autres thèmes la démocratie en Afrique en débat, les limites et ouvertures des démocraties africaines et européennes, prennent fin vendredi prochain. Et puis nous revenons ce soir sur la concertation politique initiée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Hier, toute la classe politique gabonaise, majorité opposition, se sont retrouvés à la Cité de la démocratie pour évoquer les questions politiques de l'heure. Bienvenue Miko Armand Moupende. Depuis plusieurs années, le débat sur la biométrie préoccupe les acteurs politiques de la majorité de l'opposition. À l'aube des échéances électorales locales et municipales, la question fait la une des échanges et de l'actualité politique. Certains acteurs politiques préconisent même le mode d'emploi, morceau choisi. Et au niveau de la biométrie, les choses sont simples. Et je voudrais m'adresser ici au ministre de l'Intérieur. La biométrie ne peut pas être à géométrie variable. C'est une technologie, elle est universelle. Tenter de faire une biométrie à la gabonaise, c'est revenir, comme venait de dire M. le Président de la République, au lendemain tumultueux. Donc une biométrie, c'est une biométrie, il n'y a pas une biométrie tropicalisée, une biométrie sous l'équateur. De biométrie tropicalisée ou sous l'équateur, il n'en est certainement pas question. Pour le président de la République ici, il s'agit de la technologie, l'unique qui repose sur le principe de la reconnaissance de caractéristiques physiques pour plus de fiabilité et de transparence du système électoral. La mise en route de notre pays vers l'émergence, et c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec le dernier intervenant, nous commande de ne pas vouloir labelliser tout ce que nous faisons sous ce terme de tropical. Pour moi, la tropicale, c'est seulement la tropicale à Missa qui vient de se passer. Pour le reste, je n'accepte pas qu'il y ait un label pour ce que nous faisons dans notre pays et ce qui se passe ailleurs. Donc nous sommes totalement en phase pour dire que pas question d'action dite tropicale, de loi tropicale et autres. D'ailleurs, pour les puristes, nous sommes sous l'équateur. Si l'application de la biométrie est encore sujette à débat, les acteurs politiques de tous bords s'accordent sur sa nécessité dans le système électoral, signe évident de vitalité pour la jeune démocratie gabonaise. Ce jour, le Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Sima, a conféré avec un émissaire malien porteur d'un message du président malien à son homologue gabonais, David Essoumeya, à l'Inserge Yen Le Point. Cette poignée de main est l'expression de la vitalité des relations entre le Gabon et le Mali. Dr Amadou Babassi, ministre malien des Mines, était porteur d'un message du président de la République du Mali à son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba, absent du territoire. Message qu'il a fidèlement transmis au Premier ministre chef du gouvernement Raymond Sima. Les deux personnalités ont saisi l'opportunité pour passer au laser la coopération bilatérale. Nous sommes venus demander fraternellement la solidarité africaine auprès du gouvernement de la République du Gabon. Le Mali vit dans une situation de crise sans précédent de son histoire. Et partant, nous sommes venus voir le gouvernement de la République du Gabon pour demander son soutien et son appui à l'adresse du peuple frère du Mali. Nous avons parlé de l'actualité évidemment, de la coopération entre nos deux pays et le Premier ministre nous a rassuré déjà de l'appui et de la solidarité
du gouvernement de la République du Gabon. L'émissaire malien n'a pas manqué d'évaluer la situation sociopolitique au Mali. La situation au Mali, on a de l'espoir. C'est une situation dramatique que nous vivons depuis presque une année, agressés par des bandits de tous bords et tous genres, dont il manque même les qualificatifs. Avec l'intervention aujourd'hui de l'armée française aux côtés de l'armée malienne, il y a une petite lueur d'espoir. Rappelons que les relations d'amitié entre les deux pays sont vieilles de plusieurs décennies. Le ministre du Budget, Rose Christiane Osukara Ponda, a conféré avec le numéro 1 de la diplomatie espagnole dans notre pays. Qu'est-ce qu'on retient de cet entretien? Le compte rendu de nos confrères de la TV2. Économique de la coopération entre l'Espagne et le Gabon a été au centre de cette rencontre entre les ministres Rose Christiane Osukara Ponda et son collègue Rafael Ngazouze, les Espagnols Antonio Alvarez Bert et Christian Garma, respectivement ambassadeurs d'Espagne au Gabon et conseiller économique et commercial en Guinée équatoriale. Le Gabon et l'Espagne jouissent des relations politiques très bonnes, d'amitié depuis beaucoup de temps. Il y a une ambassade d'Espagne au Gabon ici depuis 50 ans, mais on constate que les relations économiques entre nos deux pays ne sont pas à l'auteur de l'excellence des relations politiques. En profitant de la visite à Libreville du conseiller économique et commercial de l'ambassade, qui a sa résidence à Malabo, on est en train de voir les principaux responsables des ministères économiques du pays, justement pour explorer les voies pour cet approfondissement des relations économiques entre nos deux pays. Cet intérêt économique de l'Espagne pour le Gabon démontre le potentiel économique énorme de notre pays dans la sous-région. Il est vrai que dans les domaines des infrastructures, il y a des compagnies espagnoles très puissantes qui sont ici au Gabon depuis longtemps. Il y a un projet très ambitieux d'investissement dans les pays et on voit la viabilité des comptes publics aussi. Et Gabon, c'est un pays très spécial dans l'Afrique. Les entreprises espagnoles, ils ont une expérience internationale et reconnue dans l'Amérique du Sud, et en Europe, aux États-Unis. Et maintenant, on voit le Gabon comme un pays pour renforcer, développer les relations commerciales de l'Espagne et l'Afrique comme secteur, à part la pêche et la construction. Si les relations politiques entre l'Espagne et le Gabon ne souffrent d'aucun malaise, on ne peut pas en dire autant du secteur économique, un déséquilibre que l'Espagne entend améliorer, même si l'on note déjà quelques entreprises espagnoles dans plusieurs secteurs économiques tels que la route, le tourisme dans notre pays.